Attendu la journée de la femme pour en parler, mais on va en parler aujourd'hui évidemment. On va parler du débat du Parti Socialiste, des rapports du Parti Socialiste avec la France Insoumise. C'est précisément avec une députée de la France Insoumise que nous sommes ce matin, Clémentine Autain. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez regardé le débat hier? Je reconnais, non. Je n'ai pas regardé le débat, mais je l'ai suivi. Du replay, oui. tout ça. Le PS, il a encore un avenir? Je crois vraiment que le Parti Socialiste est un astre mort. Que le fossoyeur en a été François Hollande, oui. Et je constate qu'il reste un certain nombre de croque-morts. Bon. Ce qui me frappe, à l'Assemblée nationale notamment, pour voir la trentaine de députés socialistes, qui s'appellent plus socialistes d'ailleurs, qui s'appellent Nouvelle Gauche, leur attitude, je vois bien que le problème majeur, c'est qu'ils ne savent plus très bien où ils habitent. C'est-à-dire quelle est leur ligne conductrice. Sur la gauche quand même. On l'a vu au moment du vote sur la motion de confiance au gouvernement, dès le démarrage, une partie vote pour, une partie s'abstient et une partie vote contre. Donc ensuite, vous voyez bien qu'on ne sait plus où se situe ce Parti Socialiste et comment ils vont voter. Et sur le budget, même topo. Donc je les crois perdus. Comme est perdue la social-démocratie à l'échelle européenne. Alors d'accord, mais alors hier, les observateurs, tous ceux qui ont regardé, disent que le débat a plutôt eu lieu à gauche quand même, et que le meilleur, ça a été Emmanuel Morel qui défend les idées les plus à gauche. Est-ce que Emmanuel Morel, qu'est-ce qu'il distingue de votre mouvement d'ailleurs? Quand on l'écoutait hier, on se posait la question. D'abord, ce qu'il distingue dans le débat, me semble-t-il, c'est sa cohérence. D'abord, il n'a pas beaucoup de casseroles. On ne lui a pas dit, mais tu as fait ça, tu as voté ça. Il a une constance de parcours. Il s'est toujours situé. Passé, en gros, non, mais je dirais, c'est toujours situé à la gauche du Parti Socialiste, donc il reste quelque part dans sa ligne. Par ailleurs, c'est le seul qui a pas simplement parlé du Parti Socialiste et de son avenir, mais de la gauche et des réponses pour le peuple. En quoi le Parti Socialiste peut être, aujourd'hui et demain, utile pour formuler une proposition qui réponde aux aspirations populaires. Il s'est positionné de la sorte et je pense que c'est ce qui lui a donné... Il a raison. En tout cas, c'est ce qui lui a donné le fil conducteur qui lui permet de tenir. Alors, il y a un débat chez vous quand même. Il y a un débat au sein de la France Insoumise. Heureusement, sinon vous diriez que nous sommes une secte. Non, mais moi je ne dis rien. Pas question de faire alliance avec la gauche et ses partis traditionnels qui ont fait leur temps. Ça, c'est l'opinion d'Éric Coquerel. Et vous dites, il faut agréger davantage la gauche. Et d'ailleurs, vous avez attiré quelques critiques à l'intérieur de votre camp, si j'en crois ce qu'on dit. Où est la vérité? Où est la réalité, plutôt? Ce qui fait la force de la France Insoumise, c'est d'avoir compris à temps que, en effet, les partis traditionnels de gauche étaient essoufflés et qu'il y avait besoin de faire du neuf. Astre mort même pour le Parti Socialiste, c'est vous qui le dites. Oui, je le dis, tout à fait. Donc je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Et donc la France Insoumise est un mouvement qui ne brandit pas le mot gauche comme si c'était un point de ralliement évident, mais qui essaie de remplir le mot. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, dans sa campagne présidentielle, vous aurez remarqué qu'il a tenu des discours sur l'égalité, la justice sociale, la démocratie véritable, bref, la transition écologique également, mais qui sont des piliers fondateur d'un discours de gauche, mais sans pour autant, à chaque fin de phrase, expliquer « je suis de gauche, je suis le plus à gauche, je suis le plus à gauche ». Donc ça, c'est ce qui permet de redonner un fil et du sens. Agréger, ça veut dire quoi? Agréger, ça veut dire être ouvert, faire vivre du pluralisme, prendre en considération qu'il y a des courants politiques ou des sensibilités qui peuvent s'exprimer et qui ne sont pas forcément en tout point d'accord sur tout. Ça, c'est votre position. Mais c'est pas forcément contradictoire. Je suis pas en train de dire... Mais pourquoi ils vous ont tapé sur les doigts, les autres? Posez-leur la question, invitez-les. Vous êtes parlé, vous avez creusé un peu le sujet entre vous. Heureusement qu'on se parle. Ça a été vif, il paraît. Oui, ça a été un peu vif, bien sûr, et j'avoue ne pas toujours bien comprendre pourquoi cela a été aussi vif. Vous êtes minoritaire? Mais non, je ne sais pas pourquoi vous posez une question de minoritaire. J'ai le droit. Est-ce que vous êtes minoritaire? Il n'y a pas de vote. Je crois que vous avez... Est-ce que vous êtes plutôt isolé dans cette position à l'intérieur de la France Insoumise? Mais sur les grandes lignes, on est d'accord. On fait un mouvement... Oui, je parle de ça. Oui, mais attention, on fait un mouvement et pas un parti. On veut que le neuf domine. Vous voyez, on pense que la social-démocratie, le Parti socialiste tel qu'il a gouverné, a emmené le pays dans le mur et la gauche dans le mur. On est d'accord sur tout ça. Donc ensuite, moi, la question que je pose, c'est pour l'avenir du mouvement. On est un mouvement en construction. On est dans un moment d'expérimentation, ce qui est logique. Et donc ce moment, pour qu'il soit réussi, ma conviction, et je crois qu'elle est partagée et que ça ne doit pas forcément faire des clivages ou des murs entre nous, c'est que nous avons besoin de faire vivre du pluralisme politique dans notre propre famille politique. Alors vous êtes d'accord pour marcher main dans la main avec le Parti communiste?
Bah, écoutez, c'est pas tellement le cas des autres. Hein. Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Attention. Alors rectifiez. Parce que le problème, c'est de savoir déjà quelle est la stratégie du Parti communiste français. Vous la connaissez Justement, je pense qu'elle a besoin d'être définie et le Parti communiste a un congrès à l'automne prochain et donc peut-être émergera de ce congrès une ligne stratégique pour savoir justement quelle est leur proposition et quels sont leurs partenaires privilégiés. Vous irez à leur congrès? Pourquoi pas? D'accord. Quelles alliances? Il y a des élections européennes l'année prochaine, 2019. Donc, sous quelle configuration souhaitez-vous aller à cette élection, vous? Mon problème, avant la configuration, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va y dire. Oui. Quel va être le profil général de notre campagne. Et il y a aujourd'hui une colère dans le pays qui est légitime. Assez eurosceptique à l'égard de l'Union européenne parce qu'elle a pris un chemin qui est un chemin d'austérité, qui est un chemin ultralibéral et qui ne permet pas de mener des politiques progressistes. Et je crois que ce qui aujourd'hui rend l'Europe peu aimable et désirable d'une certaine manière, c'est le sentiment qu'on a fait un grand champ de concurrence entre les peuples et qu'on a tourné le dos à ce qui devrait faire le cœur de notre alliance, c'est-à-dire le progrès et de tirer vers le dos les droits et les protections. Les socialistes qu'il y avait hier, si on regarde les écologistes, tout ce qu'il en reste, le Parti communiste, la France insoumise, vous pensez tous la même chose de ce point de vue? Sur l'Europe, sur les grandes, ce que je suis en train de vous dire, ces grands équilibres-là et de contester cette politique européenne, oui, effectivement, il y a une opposition extrêmement nette. Luc Carvounas, hier, on lui posait la question de savoir entre deux candidats au deuxième tour, un de la République En Marche et l'autre de la France Insoumise, pour qui vous votez. Et il dit, moi j'appelle à voter pour la France Insoumise. Ça vous rassure? Oui, ça vous rassure. Bien sûr. Il y a une loi, un projet de loi qui est en préparation sur la violence, contre les violences faites aux femmes, alors qui est assez large. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que ce projet de loi vous semble aller dans le bon sens? Sur les violences faites aux femmes, moi je vais vous dire franchement les choses. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des lois qui punissent le viol, qui punissent le harcèlement, qui punissent les agressions sexuelles, mais que nous n'avons pas les moyens d'accompagner les victimes et d'accompagner le mouvement incroyable qui s'est produit autour de MeToo. C'est déjà les associations, le tissu associatif, quand vous vous rendez compte que, par exemple, oui, mais la VFT, l'Association des violences faites aux femmes au travail, par exemple, ou le collectif Féministes contre le viol, a dû fermer sa permanence téléphonique qui a explosé parce que les pouvoirs publics n'accompagnent pas financièrement ces besoins. Il faut de l'argent pour ça, il faut de l'argent pour la formation des personnels de police, de la justice. Et quand vous déposez plainte pour viol, quand vous y arrivez, vous savez bien que le chemin est très très long parce que la justice n'a pas les moyens de fonctionner. Donc moi, ce que je dis, c'est que l'urgence absolue, c'est de mettre des moyens humains, financiers, pour accompagner ce mouvement incroyable de libération de la parole. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments à améliorer, ce que d'ailleurs on va discuter dans le cadre de ce projet de loi. Je pense par exemple... Elle fait bien son job, Marlène Schiappa. Je vais y venir. Au délai de prescription, je pense qu'il faut l'étendre pour les questions de viol et d'agression sexuelle. C'est prévu. Oui, c'est prévu, donc ça, très bien. On a toute la question pour les mineurs, l'âge du consentement présomption sexuel. Du consentement. Là aussi, j'avais posé 15 ans, une question ça vous paraît bien au gouvernement. Nous étions positionnés sur, en effet, 15 ans. Oui, ça me paraît bien. Donc ça, il peut y avoir des dispositions à améliorer, mais je crois que le cœur, c'est quand même les moyens humains et la crédibilité du gouvernement. C'est pour ça que je vous réponds sur Mme Schiappa, qui a en effet des convictions sur le sujet. Moi, je ne lui nie pas cela, mais je trouve que la façon dont elle a réagi quand le cas Darmanin et le cas Hulot se sont produits, ont été mis sur le devant de la scène. Là, franchement, je vous assure que la crédibilité de la ministre en a pris un sacré coup. Parce qu'elle a pris leur défense, faut le dire. Oui, mais d'une façon qui me paraît très incorrecte et avec, y compris, je veux dire, il doit y avoir une séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir de la justice. C'est une intrusion totale dans le pouvoir judiciaire. Le gouvernement a rappelé sa confiance dans M. Darmanin, qui maintenant va devoir répondre devant la justice. Il n'y a pas un risque de guerre des sexes aujourd'hui en France? La guerre des sexes, elle est menée depuis très longtemps et c'est une guerre contre les femmes. Depuis très très longtemps, puisqu'on est dans une société où il y a
la domination masculine qui empêche l'émancipation des femmes et qui empêche les femmes d'être libres. Moi, je crois qu'il faut regarder ce qui a progressé. C'est-à-dire que le XXe siècle est une révolution absolument incroyable du point de vue de l'égalité. Oui, entre les hommes et les femmes. Vous vous rendez compte qu'il y a un siècle, on ne pouvait pas, je n'aurais pas pu venir en pantalon, je ne pourrais pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de mon mari, je ne pourrais pas voter, je ne pourrais pas avorter librement. Rendez compte le chemin parcouru. Mais aujourd'hui, le défi de ce 8 mars en particulier, c'est de passer de cette égalité dans le droit à une égalité dans la réalité. De ce point de vue, je vous assure, il y a beaucoup de travail. Alors, il y a une réforme institutionnelle qui est en cours aussi, enfin en gestation plutôt. Il est question, je ne dis pas que c'est fait, il est question de limiter le droit d'amendement, notamment à l'Assemblée nationale, parce que certains, ceux qui sont pour, disent il y en a qui abusent des amendements pour bloquer les discussions, qui déposent toujours les mêmes amendements d'ailleurs. Est-ce que c'est une atteinte au pluralisme pour vous? Oui, et je pense que le nombre d'amendements serait proportionnel à la force du groupe. Non, mais il faut juste se rendre compte dans quel contexte on est. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où François de Rugy ne cesse de prendre des mesures, le président de l'Assemblée nationale ne cesse de prendre des mesures pour museler l'opposition, sans arrêt, et pour diminuer le pouvoir du Parlement. Mais l'affaire est claire depuis le début, puisque M. Macron, à peine élu, a convoqué à Versailles le Parlement pour s'exprimer devant, donc passant outre le pouvoir du Premier ministre. Et d'une certaine manière, il a expliqué... C'était la réforme de 2008. Il a le droit de c'est quand même pas le meilleur de la Ve République. Nous, on se bat pour une 6e République, justement pour en finir avec cela. Et aujourd'hui, à chaque étape, le pouvoir du Parlement est escamoté. Les ordonnances sur la loi travail, la SNCF, on nous raconte qu'il va encore y avoir des ordonnances, ce qui est quand même purement scandaleux. C'est un pouvoir autoritaire? Bien sûr que c'est un pouvoir autoritaire. Bien sûr que c'est un pouvoir autoritaire. Par la faute de qui? Ou à cause de qui? Par la faute de M. Macron et plus que M. Macron, si vous voulez. Si on avait un doute, moi, je trouve que le choix de Macron sur la SNCF, comme sur d'autres, mais sur la SNCF, montre qu'il a la modernité pour bandoulière, mais qu'en réalité, son modèle, c'est le modèle de Margaret Thatcher. Et que ce libéralisme économique s'accompagne d'une démocratie en berne et de libertés publiques qui sont sans cesse rognées. Voilà la réalité dans notre pays. C'est un illibéral alors que lui, il lutte contre ça, justement. Non, c'est un ultralibéral qui, par ailleurs, a un mode de fonctionnement autoritaire, et c'est assez logique parce que quand vous contraignez le peuple avec sans arrêt des cures d'austérité infernales. Vous vous rendez compte, la cure d'austérité sur l'ensemble du mandat, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros de manque à gagner dans le budget public. 80 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ce que cela signifie très concrètement pour les gens? Et de la même manière, quand vous faites sauter toutes les protections et les droits, vous avez là aussi quelque chose de très fragilisant pour le peuple. Alors, pour ne pas qu'il se rebelle, il faut avoir un peu plus de contrôle social. Et nous, on veut une société qui soit exactement à l'inverse, qui protège notamment les catégories populaires, qui augmente les salaires, qui augmente les droits et les protections, et de l'autre côté, qui ouvre davantage les libertés et qui passe à une nouvelle République, la 6e, puisque la 5e est essoufflée vraiment. Dernière petite question, il y a un média récent qui s'appelle Le Média, qui est un média audiovisuel, qui est assez proche de vos idées, qui connaît des déboires actuellement, parce que lui aussi, il a l'air de fonctionner sur un mode assez autoritaire. Comment vous voyez ça? Écoutez, moi, je n'ai pas été sollicitée pour signer l'appel à la création du média, donc je n'ai pas d'informations particulières autres que ce que je lis dans la presse. Ce que ça m'inspire, c'est que c'est pas facile de faire vivre un média alternatif. Moi, je dirige un journal, comme vous le savez, qui s'appelle Regard, qui est un journal alternatif. Et la question que j'ai vraiment envie qu'on se pose aujourd'hui, c'est que vous voyez bien qu'il y a une défiance incroyable à l'égard des médias, globalement. Je veux dire, c'est terrible. Et qui est entretenu d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Qui est terrible et qui, je veux dire, c'est un problème démocratique. Quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon... Non, écoutez-moi juste là-dessus. Quand vous voyez la défiance à l'égard des médias, ça participe de la crise démocratique. Donc, il faut qu'on se prenne à bras-le-corps cette question. Ça veut dire lutter contre la concentration dans les médias. Quand vous avez 9 milliardaires qui possèdent 80% des médias, vous voyez bien qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon pour défendre Laurent Wauquiez dans son histoire de conférence qu'il a donnée à l'école de commerce de Lyon? Je ne crois pas que la question soit de défendre Laurent Wauquiez, mais peut-être de poser le défi contemporain, qui est que, en effet, à chaque instant, ce qu'on dit, même dans une salle de cours, peut être attrapé, mais y compris par un iPhone. Donc, on est dans ce moment-là.
Il faut en avoir bien conscience. Et moi la colère que j'ai bien plus grande, c'est sur des médias qui font le buzz en permanence. On a un rythme de l'actualité qui est infernal et qui est souvent très éloigné des préoccupations des Français. Moi, j'ai fait un banquet des anciens à Sevran il y a 2 jours. Hier, j'étais au job d'été à Tremblay. On n'a pas parlé de tout ça. On m'a parlé de la hausse de la CSG pour les retraités. C'est vrai. On m'a parlé de la Poste qui ferme, de l'hôpital Robert Ballanger qui ne va pas bien. Ce sont ces questions-là qui intéressent les Français. Parlons-en et je vous assure qu'on a du travail pour le milieu journalistique, pour lutter contre cette défiance. On est avec Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis, députée de la France Insoumise. Et on continue avec vos questions. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Et des femmes. Je vous en supplie. Des droits de la femme et des femmes. Des femmes. Je crois que c'est mieux de parler des femmes, de ne pas essentialiser les femmes, de ne pas les enfermer dans la nature. Effectivement. Et pour le coup, Lucie aimerait savoir si avant de prôner l'égalité salariale homme-femme, celle-ci s'applique d'abord déjà au sein de la France Insoumise. Est-ce qu'au sein de la France Insoumise, il y a des disparités particulières à signaler ? De quelle façon? Par exemple, à l'intérieur du parti, il y a des... mais on ne vit pas en dehors de la société. Vous avez des salariés qui sont rémunérés. Alors là, je ne suis pas capable de répondre sur les salaires, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait de différence. Peut-être que vous devriez regarder s'il y a une égalité homme-femme. Ça m'étonnerait qu'il y ait une inégalité. Il n'y a pas beaucoup de salariés à la France Insoumise. C'est combien? Epsilon à ce stade. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Mais surtout, vous savez que l'argent généré par les précédentes élections n'est pas encore arrivé. Donc, vous voyez, les recrutements vont venir. Mais je doute qu'il y ait des inégalités salariales à venir. Non, ça me paraît improbable. Pour ce qui est des salaires, après, on n'est pas hors le monde. Donc, vous dire qu'à la France Insoumise, il y a 0 comportement machiste, ce serait absurde. Mais par contre, je crois que nous avons une préoccupation, une détermination sur cette question qui est plus grande qu'ailleurs. Oui, ça, je le crois. Ouais. J'avais une question de Bémois sur Twitter et qui aimerait savoir combien de temps pensez-vous rester avec la France Insoumise et que pensez-vous du tout pour la gloire à Jean-Luc Mélenchon, un personnage très centralisé au sein du parti? Non, mais ce n'est pas tout pour la gloire. Jean-Luc Mélenchon a été le leader qui nous a hissé à plus de 19% des voix. Vous vous rendez compte? C'est considérable pour notre famille politique. Donc, évidemment, ça lui confère une place qui est une place particulière. Après, notre défi, aujourd'hui, il est de rendre durable ce mouvement, de le faire grandir, et c'est pourquoi je disais d'agréger plus encore, et de le rendre vivant, pluraliste, de trouver des formes qui ne soient pas les formes anciennes, et j'insiste là-dessus. Et vous savez, c'est pas facile, parce qu'une fois qu'on a dit les partis du XXe siècle sont épuisés dans leur mode d'organisation, ça donne pas toutes les clés pour savoir comment on fait vivre un mouvement durable qui soit vivant et qui perdure justement, et qui ne soit pas simplement le temps d'une élection. Jean-Luc Mélenchon, en répondant à une interview d'un magazine qui s'appelle Le 1, a dit « Mon mouvement, il est ni vertical ni horizontal, il est gazeux ». Moi, je n'aurais pas utilisé cette expression gazeux, mais en revanche, j'insiste là-dessus. Une fois qu'on a dit on ne veut pas du verticalisme, qu'on essaye de permettre justement du mouvement à ce qu'on appelle à la base, etc., on voit bien qu'il faut qu'on invente des formes d'organisation nouvelles. Très bien. Une question de Flume sur Facebook que j'ai vu défiler tout à l'heure. Il regrette le fait qu'il y ait tant de SDF dans Paris actuellement et qui aimerait savoir, vous, quelles sont les solutions que vous pourriez apporter concrètement à court terme. C'est une très bonne question. Que dans la 5e puissance économique mondiale, on ne soit pas capable de faire en sorte que des personnes ne dorment pas dans la rue, notamment en plein hiver, moi je suis abasourdie de cela. Je vous dis franchement, je suis abasourdie. Et il faut se rendre compte que quand on en arrive à vivre dans la rue, à ne plus avoir de domicile, c'est souvent des catastrophes en chaîne qui sont arrivées. C'est parce qu'on a perdu son emploi, qu'on a perdu ses liens sociaux, et après la situation devient infernale. Donc il faut lutter contre la pauvreté avec un plan d'urgence pour permettre des solutions dans l'urgence, mais le plus important, c'est que la construction de logements, que la lutte contre la précarité soit battue en brèche dans notre pays. Et ça veut dire lutter contre les inégalités. Je vous assure que dans ce moment que nous vivons, où on voit que les profits flambent, des records, 1 000 milliards d'euros de dividendes reversés aux actionnaires en 2017 à travers le monde. Et on est parmi les champions en France. Et pendant ce temps-là, on détricote tout et les gens voient leur salaire, leurs revenus baisser, les licenciements économiques augmenter, y compris dans des entreprises qui ont eu du soutien de la part de l'État par les mécanismes qu'on connaît, notamment du CICE et d'autres. Dernière question. Oui, une dernière question. Vous parliez du média tout à l'heure, le média de la France Insoumise. Pour Ian, sur lefigaro.fr, au final, la démission de Noël Mamère est surprenante parce que pour lui, Mélenchon et Noël Mamère n'ont pourtant que des points communs, nous dit-il sur figaro.fr. Je le cite, socialiste, anticommuniste, valet du grand capital et prête
à tous les progrès sociaux. Oh là là. C'est la remarque de notre internaute sur, sur ce sujet. Il y aurait beaucoup à dire, il faudrait me laisser 10 minutes pour développer, parce que dans la phrase elle-même, en 30 secondes. quelle est la question du coup, les points communs? La question c'est, est-ce que vous êtes d'accord qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Noël Mamère, au final, il y a tellement de points communs que sa démission à Noël Mamère est incompréhensible? D'abord, il ne démissionne pas pour des raisons idéologiques, hein, il démissionne pour des raisons techniques apparemment. Et internes. Non mais c'est le média, enfin ne mélangeons pas tout. Ce qui se passe aux médias, il y a Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, donc essayons de remettre chacun voilà, dans son lieu. Première chose, après nous avons, moi je parle en tant que députée de la France Insoumise, en tant que femme politique, je dois dire que j'ai du respect et des convictions communes avec Noël Mamère, et en même temps, sur les chemins politiques, parfois nous divergeons, c'est comme la réalité. Donc on a des points communs, mais sur toute une série de sujets, nous avons aussi des divergences. Et donc il faut qu'on puisse se parler, dialoguer et voir ce qu'on peut faire ensemble, et en même temps les limites aussi des alliances possibles. C'était Clémentine Autain qui était dans les studios du Figaro ce matin pour répondre à vos questions. Merci.